En 2025, 3 pays sahéliens, souvent considérés comme marginalisés et enfermés dans une pauvreté structurelle, ont lancé une initiative inédite qui redéfinit leur place sur la carte du développement africain. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger unis, dans l'Alliance des États du Sahel, ont entamé la construction du plus grand projet ferroviaire de l'histoire moderne de l'Afrique de l'Ouest. L'ambition est claire, relier Ouagadougou, Bamako et Niamey par une ligne de chemin de fer ultramoderne capable de porter bien plus que des passagers ou des marchandises. Ce projet, c'est une déclaration d'indépendance. Le Burkina Faso, sous l'impulsion directe du président Ibrahim Traoré, a été le fer de lance de cette révolution sur rail. Sans attendre l'approbation de bailleurs internationaux, ni la bénédiction des grandes institutions de développement, le pays a établi ses propres plans, mobilisé des ingénieurs locaux, levé des fonds au niveau régional et surtout lancé les travaux sans délai. En moins de 2 mois, après la signature de l'accord tripartite, les premiers bulldozers étaient à l'œuvre posant les bases d'une transformation profonde. Mais cette initiative va bien au-delà des infrastructures. Elle incarne une volonté farouche de rompre avec les logiques d'extraction héritées de la colonisation. Pendant des décennies, les lignes de chemin de fer africaines avaient un seul objectif: transporter les ressources naturelles vers les ports, en direction des anciennes métropoles. Le cuivre, l'or, le coton, les produits agricoles, tout partait, rien ne connectait. Aujourd'hui, les rails s'étendent dans l'autre sens. Ils relient des capitales africaines entre elles, créent des corridors économiques régionaux et placent les pays enclavés au centre du jeu logistique continental. Ce choix stratégique résonne fortement dans un contexte international où l'Afrique est souvent perçue comme dépendante de l'extérieur. Or ici, les décisions se prennent à Ouagadougou, pas à Paris, ni à Washington, ni même à Pékin. Et cela change tout. La gestion du projet, les contrats de main-d'œuvre, les appels d'offres pour les matériaux, tout est piloté localement. Ce n'est pas seulement un progrès infrastructurel, c'est un acte de souveraineté. Plus récemment, le gouvernement burkinabé a annoncé que le financement de la deuxième phase du projet, celle qui reliera le triangle central aux ports atlantiques, sera assuré à plus de 70% par des fonds africains. Parmi eux, la Banque ouest-africaine de développement BOAD, le Fonds de solidarité africaine et un consortium de banques publiques maliennes et nigériennes. Un modèle de financement inédit qui évite l'endettement auprès d'acteurs extérieurs souvent accusés d'imposer des conditionnalités politiques. Ce tournant marque aussi une rupture avec les stratégies classiques de développement. Là où autrefois on attendait des missions techniques venues de l'étranger, le Burkina Faso préfère mobiliser ses propres ressources humaines. Des milliers de jeunes, souvent sans emploi, sont formés au métier du rail conducteur, soudeur, géomètre, contrôleur de trafic. L'université polytechnique de Bobo Dioulasso a même ouvert une filière dédiée à l'ingénierie ferroviaire avec déjà plus de 300 inscriptions en moins de 6 mois. Ce regain d'activité dépasse les chiffres. Il provoque un basculement psychologique. Là où l'on parlait d'isolement, on évoque désormais le désenclavement maîtrisé. Là où l'on parlait de dépendance, on valorise l'autonomie stratégique. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, les chantiers ferroviaires ne sont plus des rumeurs de développement, mais une réalité qu'on peut entendre, sentir, toucher. Les marteaux, les torches de soudure, les convois d'acier, autant de bruits qui composent une nouvelle bande sonore pour l'Afrique francophone, celle d'un continent qui construit lui-même son avenir. Dans les médias régionaux, les commentateurs parlent déjà d'un moment Traoré en référence au volontarisme du président burkinabé. Son refus catégorique de dépendre d'aides conditionnées ou de missions étrangères est perçu, y compris par certains critiques, comme un message d'émancipation. Il ne s'agit plus d'être aidé, mais d'être respecté. Et le rail en est la métaphore parfaite, linéaire, structurant et irrémédiablement orienté vers l'horizon. Et vous, que pensez-vous de ce modèle d'émancipation par l'infrastructure? Est-ce une réponse durable aux défis de la région? Laissez votre avis dans les commentaires, votre voix compte dans ce débat sur l'avenir du Sahel. Lorsque les rails avancent, c'est toute une économie qui se met en branle. Dans le sillage du projet ferroviaire sahélien, le Burkina Faso, le Mali et le Niger observent déjà une transformation palpable de leur tissu économique local. Là où il n'y avait que poussière et chômage, s'élèvent désormais des marchés improvisés, des ateliers de soudure, des hangars de stockage et des files d'attente devant des centres de formation. À Bobo Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso, les usines sidérurgiques tournent désormais jour et nuit. La demande en acier pour les rails, les traverses et les structures annexes a explosé, forçant les industriels locaux à doubler leur capacité de production. Le gouvernement a mis en place des incitations fiscales pour les fournisseurs burkinabés, ce qui a permis à des dizaines de PME métallurgiques d'émerger ou de renaître après des années d'inactivité. Mais ce ne sont pas seulement les grandes entreprises qui profitent de cette dynamique. À Koudougou, ville moyenne, située à l'ouest de la capitale, une start-up de jeunes diplômés en informatique a lancé une application mobile de géolocalisation des convois ferroviaires.
En moins de 2 mois, l'application est déjà utilisée par les conducteurs, les équipes de sécurité et les gestionnaires de chantier. Elle permet d'optimiser les trajets, d'anticiper les congestions et même de signaler les anomalies sur les tronçons sensibles. C'est la preuve que le numérique et les infrastructures lourdes peuvent coexister dans une même vision stratégique. Dans les zones rurales, les retombées sont encore plus spectaculaires. Là où les politiques publiques peinaient à atteindre les communautés éloignées, le projet ferroviaire crée des points d'ancrage. À chaque étape du chantier, une microéconomie prend forme. Des restauratrices préparent des plats pour les ouvriers, des tailleurs fabriquent des uniformes pour le personnel ferroviaire. Des mécaniciens entretiennent les générateurs et les bulldozers. Même les enfants participent, vendant de l'eau glacée ou des fruits aux abords des sites de construction. L'État burkinabé affirme que plus de 18 000 emplois directs et 45 000 emplois indirects ont déjà été créés grâce au projet. Le ministère du Travail prévoit que ces chiffres pourraient doubler d'ici la fin de l'année avec l'entrée en service de nouveaux tronçons. Mieux encore, plus de 60% des travailleurs embauchés viennent des localités avoisinantes, une première dans un pays où les grands chantiers étaient souvent confiés à des entreprises étrangères. Ce dynamisme est aussi perceptible dans les institutions de formation. L'Institut national de formation ferroviaire INFF, créé en urgence en 2024 à Ouagadougou, a déjà formé plus de 1200 techniciens électriciens, agents de sécurité et conducteurs. Des bourses régionales permettent aux jeunes de Niamey et Bamako de suivre les formations sur place, renforçant ainsi l'intégration régionale non seulement sur les rails, mais aussi dans les esprits. Un autre aspect rarement évoqué est celui des femmes. Contrairement aux projets d'infrastructures traditionnels largement masculins, le projet ferroviaire sahélien a ouvert ses portes à une participation féminine active. À Kaya, on recense déjà plus de 300 femmes employées comme conductrices d'engins, chefs de sécurité ou techniciennes de maintenance. Cette inclusion bouleverse les codes et envoie un message fort aux générations futures. L'Afrique, en mouvement, ne peut se permettre de laisser personne sur le quai. Le secteur informel, souvent relégué en marge des statistiques officielles, connaît lui aussi un véritable essor. Chaque chantier devient un centre d'échange, une place de marché éphémère. Des vendeurs de pièces détachées, des charretiers, des coiffeurs mobiles et même des compteurs traditionnels, tous trouvent de leur place dans cette effervescence collective. L'impact est tel que certaines ONG parlent déjà d'un miracle ferroviaire pour désigner l'effet d'entraînement économique du projet. Mais l'aspect peut-être le plus marquant, c'est la fierté. Dans les rues de Waïgouya ou de Zinder, des pancartes artisanales s'affichent fièrement « Ici on construit pour nous-mêmes ». Ce sentiment d'appropriation est rare dans les projets d'envergure sur le continent. Et pourtant ici, il est palpable. Il dépasse les clivages politiques et les divisions ethniques. Il unit autour d'un objectif tangible, bâtir quelque chose de durable ensemble. Et si cela fonctionne, pourquoi s'arrêter là ? Plusieurs ministres burkinabés ont d'ores et déjà évoqué la possibilité de reproduire ce modèle pour d'autres infrastructures autoroutes régionales, réseaux électriques interconnectés et même un projet de fibre optique transsahélien. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus stratégiques, le rail devient bien plus qu'un moyen de transport. Il est l'ossature d'un nouveau modèle économique. Depuis plus d'une décennie, le Sahel est au cœur d'un conflit asymétrique où les groupes armés terroristes, les réseaux de contrebande et les rivalités géopolitiques se chevauchent sur un fond de pauvreté et de gouvernance fragile. Le Burkina Faso, en particulier, a été l'un des pays les plus touchés avec plus de 2 millions de déplacés internes, des centaines de villages vidés et une économie paralysée dans plusieurs régions du nord et de l'est. Mais aujourd'hui, au lieu de renforcer uniquement ses effectifs militaires, le gouvernement mise sur une autre approche, les infrastructures. Le projet ferroviaire n'a pas seulement pour ambition de relier les capitales. Il trace une nouvelle ligne de front contre l'instabilité. Le principe est simple, là où l'État investit, l'insécurité recule. Et cela commence déjà à se vérifier sur le terrain. Dans la région du Nord, autour de Djibo et de Titao, longtemps considérés comme un bastion djihadiste, les autorités locales signalent un recul significatif du recrutement chez les groupes armés. Le ministre de la Réconciliation nationale a récemment confirmé, lors d'une conférence à Ouagadougou, que depuis l'installation des premiers postes de travail ferroviaire dans ces zones, les jeunes de moins de 25 ans s'inscrivent en masse à des formations techniques au lieu de rejoindre les maquis. Certains abandonnent même les rangs armés pour intégrer des programmes de réinsertion par le travail. Le raisonnement est limpide quand on propose une carrière au lieu d'un fusil, la perspective de la vie l'emporte sur la tentation du désespoir. Et pour cela, le train devient un outil aussi stratégique que n'importe quelle opération militaire. Là où les convois humanitaires mettaient des semaines à rejoindre les zones enclavées, les locomotives peuvent désormais apporter vivres, médicaments et équipements essentiels en quelques jours, voire en quelques heures. Cela change la donne non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la résilience communautaire.
Un rapport confidentiel du Haut Conseil à la sécurité fuité dans la presse régionale en juin 2025 confirme cette dynamique. Il y est mentionné que la création de points logistiques de ferroviaires dans les régions de l'Est a permis de réduire de 43% le temps de déploiement des secours en cas d'attaque ou de catastrophe naturelle. Ce chiffre, au-delà de la statistique, signifie des vies sauvées, des villages protégés, des écoles maintenues ouvertes. Le président Ibrahim Traoré ne cache pas sa conviction, l'infrastructure est une réponse durable là où les interventions militaires ont échoué. Dans l'un de ses rares discours publics diffusés sur la chaîne nationale RTB, il déclarait « Les bombes n'ont pas pacifié le Sahel. C'est par le ciment, l'acier et la dignité retrouvée que nous tiendrons debout. » La force du projet réside aussi dans sa portée symbolique. Voir passer un train dans une région naguère abandonnée, entendre le sifflet d'une locomotive dans un village où l'on n'entendait que les hélicoptères militaires, c'est une rupture dans l'imaginaire collectif. Cela change la perception que les populations ont de leur État. Ce dernier n'apparaît plus seulement comme un donneur d'ordre ou un acteur lointain, mais comme un bâtisseur, un employeur, un partenaire. De plus, chaque gare, chaque dépôt, chaque atelier devient un point d'ancrage pour l'autorité publique. C'est l'occasion de réinstaller des services administratifs, des centres de soins, des commissariats et même des écoles. Le rail devient ainsi un vecteur de réimplantation étatique, une infrastructure de présence autant que de transport. L'armée de son côté commence également à intégrer le potentiel logistique du réseau. Des wagons militaires ont été spécialement conçus pour le transport rapide de troupes, de matériel et de vivres. Une base arrière a été installée à Dori avec un accès direct au rail, permettant une projection plus fluide des forces de sécurité vers les zones sensibles du nord et du Liptako-Gourma. Mais au-delà de la tactique, c'est bien la stratégie d'ensemble qui retient l'attention des analystes. Des experts en géopolitique africaine comme Gilles Yabi-Wati soulignent que cette approche gagne sur deux fronts simultanément, elle stabilise et elle développe. Un rare équilibre que peu de modèles extérieurs ont su offrir à l'Afrique ces dernières années. Enfin, un aspect souvent négligé mais profondément transformateur, l'identité. Lorsque des jeunes hommes ou femmes autrefois livrés à eux-mêmes dans des zones rouges portent fièrement un uniforme de la compagnie ferroviaire sahélienne, cela dépasse l'emploi. Cela redéfinit leur place dans la société. Cela crée une appartenance. Et dans un espace où l'exclusion alimente la violence, cette inclusion par le travail est une révolution silencieuse. Le rail ne remplace pas les armes, mais il les rend moins nécessaires. Et dans une région qui cherche désespérément des solutions durables, c'est peut-être la meilleure voie à suivre. Depuis trop longtemps, les décisions concernant le développement de l'Afrique se prenaient ailleurs, à Paris, à Washington, à Bruxelles ou à Pékin. L'aide venait toujours avec des conditions. Les projets venaient avec des consultants étrangers. Et les lignes de financement, bien qu'abondantes, suivaient rarement les priorités des peuples concernés. Mais ce projet ferroviaire porté par le Burkina Faso, le Mali et le Niger est en train de renverser cette logique. Pour la première fois à cette échelle, c'est une œuvre de souveraineté totale. Le montage financier est un cas d'école. En refusant l'endettement massif auprès du FMI ou de la Banque mondiale, les trois pays ont construit une architecture régionale de financement. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, et le Fonds souverain du Niger figurent parmi les principaux bailleurs. Plusieurs banques commerciales africaines, dont la Banque malienne de solidarité et Coris Bank, ont également apporté des lignes de crédit à des taux préférentiels. Cette mobilisation inédite permet aux États sahéliens de garder la main sur leur calendrier, leurs choix techniques et leurs normes sociales. Dans les appels d'offres, la priorité est clairement donnée aux entreprises africaines. Un nouveau label, fabriqué pour le Sahel, a même été créé pour encourager les fournisseurs régionaux à s'impliquer dans la chaîne de valeur ferroviaire. Cela va des traverses de béton armé produites à Bobo-Dioulasso au système de signalisation développé à Niamey. Le mot d'ordre est simple, valoriser les compétences locales et limiter la dépendance aux grandes multinationales. Côté gouvernance, les trois États ont instauré une autorité ferroviaire sahélienne, AFS, organe tripartite de pilotage opérationnel. Basée à Ouagadougou, elle regroupe des techniciens, des comptables, des juristes et des responsables logistiques de chaque pays. Son mandat est clair, assurer la transparence du projet, éviter la captation par les élites et garantir que les populations bénéficient réellement des retombées. Chaque mois, un rapport public est publié en ligne détaillant l'avancement des travaux, les contrats signés et les dépenses engagées. Cette rigueur surprend certains observateurs internationaux qui y voient une évolution notable des pratiques de gouvernance en Afrique francophone. Dans un éditorial du journal Le Monde Afrique, en juillet 2025, on pouvait lire « Le Sahel, longtemps perçu comme un gouffre financier, donne aujourd'hui une leçon de discipline budgétaire à bien des capitales. » Mais tout cela ne plaît pas à tout le monde. Des voix s'élèvent notamment dans certaines chancelleries occidentales pour critiquer ce qu'elles qualifient de repli souverainiste dangereux. Derrière cette inquiétude se cache un malaise plus profond, la perte d'influence.
La France, par exemple, autrefois omniprésente dans les projets d'infrastructure au Sahel, se retrouve spectatrice. Son agence de développement AFD n'a pas été sollicitée. Ces grandes entreprises du BTP sont absentes des contrats. Le président Ibrahim Traoré, interrogé récemment lors du forum sur la coopération sud-sud à Lomé, a réagi fermement à ces critiques. Ce n'est pas un repli, c'est une prise en main. Nous ne refusons pas l'aide, nous refusons la dépendance. Nous n'écartons personne, nous donnons la priorité à ceux qui croient en notre vision. Cette position ferme séduit bien au-delà des frontières sahéliennes. L'Union africaine, dans son dernier rapport sur les infrastructures de transport, cite le projet Ouagadougou, Bamako, Niamey comme un modèle reproductible à l'échelle continentale. Le Nigeria a manifesté son intérêt pour une interconnexion vers Kano. L'Algérie a évoqué la possibilité de connecter le réseau au port de Djenjen. Le Ghana et la Côte d'Ivoire explorent déjà des synergies commerciales. En interne, cette nouvelle posture géopolitique redore l'image des gouvernements sahéliens longtemps accusés d'être aux ordres des capitales étrangères. Les médias locaux, radios communautaires, blogs citoyens, journaux indépendants relaient massivement les discours d'autonomie et les avancées du chantier. À Bamako, un jeune journaliste résumait ainsi l'état d'esprit dans un podcast populaire « On ne se sent plus assisté, on se sent organisé ». Mais l'indépendance ne se décrète pas, elle se construit. Et c'est ce que fait le Burkina Faso kilomètre après kilomètre. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité tangible. Une réalité sur laquelle s'appuie une nouvelle génération de décideurs africains qui veulent sortir du piège de la dette de l'humiliation diplomatique et de la stagnation planifiée. Le rail est devenu leur levier. Et à mesure que les convois avancent, c'est aussi la souveraineté qui gagne du terrain. Ce qui a commencé comme un triangle ferroviaire sahélien prend désormais des allures de toile continentale. L'axe Ouagadougou, Niamey-Bamako, en pleine construction, n'est qu'un premier maillon. Déjà, les gouvernements concernés ont annoncé leur intention d'étendre ce réseau vers les côtes atlantiques et les plaines orientales afin d'en faire un véritable corridor stratégique panafricain. Et les négociations avancent de vite. Au sud-ouest, le Burkina Faso mène des discussions intensives avec la Côte d'Ivoire pour relier le port d'Abidjan, point névralgique du commerce ouest-africain. Selon les dernières déclarations du ministre ivoirien des Transports, le tracé entre Bouaké et Banfora est déjà validé en comité interministériel. Des équipes de topographes ont été dépêchées sur le terrain et une société ivoirienne a été désignée pour les premiers terrassements. L'idée est d'acheminer plus rapidement les minerais, les produits agricoles et les biens manufacturés vers la mer, mais aussi d'ouvrir une porte d'exportation vers l'Europe et les Amériques sans passer par les anciens circuits dominés par les grandes compagnies étrangères. À l'est, le Niger envisage une extension en direction de N'Djamena, la capitale tchadienne. Cette perspective pourrait ouvrir une route transsahélienne vers le Soudan et à plus long terme vers les ports de la mer Rouge. Bien qu'encore au stade préliminaire, ce projet suscite déjà l'intérêt de plusieurs investisseurs du Golfe, notamment au Qatar et aux Émirats, qui y voient une opportunité d'accélérer les flux commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient. Et ce n'est pas tout. Une délégation togolaise a récemment été reçue à Ouagadougou pour explorer la possibilité d'un embranchement ferroviaire en direction de Lomé. Le Togo, bien qu'ayant un réseau ferroviaire limité, mise sur sa façade maritime et sa zone franche portuaire pour capter une part du fret en provenance du Sahel. Cette convergence des intérêts nationaux montre bien que la logique de coopération est en train de supplanter celle de la compétition entre voisins. À l'échelle continentale, l'Union africaine suit le dossier de près. Lors de la dernière conférence sur les infrastructures d'intégration tenue à Addis Abeba, le projet sahélien a été qualifié de prototype de connectivité régionale par la commissaire au transport de l'UA. Dans son rapport, elle souligne que le succès de ce projet pourrait servir de base à un réseau ferroviaire transcontinental reliant Dakar à Djibouti avec des ramifications vers le Caire-Lagos et même le Cap. Plus symboliquement, ce projet redéfinit aussi la géopolitique régionale. Alors que les grands projets africains étaient historiquement conçus ou validés par les puissances extérieures, celui-ci vient d'un axe Bamako, Ouagadougou, Niamey, trois capitales souvent marginalisées aujourd'hui en tête d'un mouvement nouveau. Le leadership de ces nations enclavées souvent méprisées inverse la hiérarchie traditionnelle du développement africain. Cette centralité retrouvée change le regard que les autres pays posent sur le Sahel. Au lieu de parler uniquement de terrorisme, d'insécurité ou de famine, les journaux du continent commencent à évoquer la voie sahélienne comme une alternative crédible. Au Sénégal, des tribunes éditoriales appellent à s'inspirer du modèle burkinabé. Au Kenya, des think tanks publiant des notes sur l'opportunité d'un corridor Nairobi-Kampala-Goma en partenariat avec des acteurs locaux. La contagion des idées est en marche. Cette expansion est aussi rendue possible par l'effet d'entraînement économique.
Les travaux en cours ont généré une demande massive en matériaux machines services de compétences. Les marchés voisins y voient donc une source d'opportunités. La filière ciment en Guinée, les aciéries du Bénin, les centres de formation du Sénégal, tous bénéficient déjà directement ou indirectement de ce dynamisme. Enfin, cette ambition continentale ne repose pas uniquement sur des plans ou des promesses. Elle s'appuie sur un calendrier clair, des partenariats solides et une volonté politique assumée. Les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont annoncé vouloir présenter leur projet d'expansion devant le sommet de l'Union africaine en janvier 2026. Le but, obtenir le label de initiative continentale prioritaire et sécuriser un statut d'interconnexion panafricaine stratégique. En attendant, les travaux avancent, les rails progressent et les mentalités évoluent. L'Afrique ne regarde plus vers l'extérieur pour définir son avenir. Elle se connecte à elle-même, elle tisse ses propres routes et à chaque nouvelle jonction, elle renforce son autonomie, sa cohésion et son ambition. Dans les rues de Ouagadougou, les enfants pointent les trains qui grondent au loin et disent fièrement « c'est nous qui l'avons construit ». Cette phrase simple en apparence résume peut-être mieux que tous les discours l'impact profond de ce projet ferroviaire. Car au-delà des tonnes d'acier, des kilomètres de rails et des chiffres économiques, c'est une transformation identitaire qui est en cours. Ce chemin de fer n'est pas seulement une infrastructure, c'est une affirmation. Pendant des décennies, les Africains ont regardé leur avenir se dessiner depuis l'extérieur. Les politiques publiques étaient dictées par des experts venus de loin. Les projets de développement arrivaient avec leur lot de consultants de schémas préfabriqués et d'exigences opaques. La population, elle était reléguée au rôle de figurante, souvent sans voix, dans des décisions qui déterminaient pourtant leur vie quotidienne. Ce temps-là semble révolu. Aujourd'hui, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les citoyens participent. Ils ne subissent plus, ils façonnent, ils décident. Dans les villages traversés par les nouveaux tronçons ferroviaires, on ne parle plus d'attendre les ONG ou les bailleurs. On parle d'opportunités à saisir, de marchés à ouvrir, d'ateliers à lancer. Ce glissement mental est peut-être le plus révolutionnaire de tous. Les changements sont visibles jusque dans les moindres recoins. À Kaya, les femmes forment des coopératives pour fournir les repas aux ouvriers du rail. À Dédougou, un groupement de jeunes diplômés en ingénierie développe une solution pour le suivi en temps réel de la maintenance ferroviaire. À Zinder, des artisans réparent les équipements des techniciens de chantier. Chaque gare devient un carrefour de vie, un centre de service, une source de revenus. Et puis, il y a cette image puissante, presque poétique, un jeune homme anciennement enrôlé dans une milice devenu conducteur de train. Il ne fuit plus, il transporte. Il ne se cache plus, il guide. Ce basculement individuel raconte mieux que toute l'efficacité d'un projet qui mise sur l'inclusion plutôt que sur la répression. Là où des drones échouent, une locomotive réussit. Sur le plan culturel aussi, le rail devient une source d'inspiration. Des chansons, des fresques murales, des poèmes émergent autour de ce thème. Dans les écoles, les enseignants intègrent des modules sur la logistique, la géographie économique, les métiers du rail. Les élèves ne rêvent plus uniquement d'être footballeurs ou fonctionnaires. Ils parlent de devenir ingénieurs ferroviaires, conducteurs, architectes de gare. C'est une fierté nouvelle enracinée dans la réalité. Cette montée en puissance de l'imaginaire collectif autour du rail se traduit aussi politiquement. Les chefs coutumiers, longtemps marginalisés dans les projets d'envergure, sont désormais associés aux décisions. Ils bénissent, les chantiers mobilisent, les jeunes veillent à la paix sociale. L'État ne s'impose plus seul. Il compose, il inclut, il dialogue. Une autre manière d'exercer l'autorité prend forme plus proche, plus respectée. Bien sûr, les défis restent immenses. L'entretien du réseau demandera des compétences durables, des budgets d'eau stables et une gouvernance rigoureuse. Des risques de corruption existent. Des tensions intercommunautaires peuvent surgir. Mais les fondations posées sont solides, elles reposent sur la participation populaire, la clarté des objectifs et l'exemplarité de l'exécution. Et surtout, le projet inspire. Au-delà des frontières des pays comme le Tchad, la Guinée-Bissau ou encore la République centrafricaine observent avec attention. Ils voient que l'Afrique n'a pas besoin d'attendre pour agir. Elle peut initier, elle peut fédérer, elle peut réussir. Le rail devient ainsi un manifeste politique, une preuve tangible que la souveraineté n'est pas une abstraction, mais une réalité que l'on construit jour après jour, travers après travers. Il ne s'agit plus seulement de transporter des marchandises. Il s'agit de transporter une idée, celle d'une Afrique en mouvement par et pour elle-même, une Afrique qui se connecte non plus à des métropoles lointaines, mais à ses propres territoires. Une Afrique qui choisit ses partenaires, ses priorités et son rythme. Une Afrique qui cesse d'être une promesse pour devenir un modèle. Et si ce modèle fonctionne ici, au cœur du Sahel, dans une région souvent montrée du doigt pour ses difficultés, alors il peut fonctionner ailleurs. Car ce que montre ce projet, c'est que le déclic ne vient pas forcément d'en haut ni de loin. Il vient de l'intérieur, de la volonté, du courage, de la dignité.
À ceux qui doutaient encore, le Burkina Faso répond avec calme et détermination: nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas seuls. Et surtout, nous ne sommes plus en attente. Le train est en marche et cette fois, il roule vers un avenir